Et demain, hommage de Jean Castex et d'Emmanuel Macron à Samuel Paty, ce prof décapité sauvagement par un jeune russe d'origine tchétchène il y a tout juste un an, Abdoulak Anzorov. Hommage dès aujourd'hui, avec notamment ce mot de Jean-Michel Blanquer qui s'est rendu dans un lycée parisien ce matin. Nous baptisons des salles Samuel Paty, nous baptiserons des établissements Samuel Paty, des écoles, et ainsi nous montrons que la mémoire de Samuel Paty en aucun cas ne sera oubliée. Elle est inscrite dans le marbre, mais elle est encore plus inscrite dans nos esprits. Alors c'est vrai, on avait dit il y aura des lycées qui s'appelleront Samuel Paty, il y aura des hommages, il y aura des plaques commémoratives. Je crois qu'à ce jour, il n'y en a qu'un de lycée qui porte en effet le nom de Samuel Paty. Vous trouvez ça normal ? Non, mais Françoise Laborde. Cette affaire est proprement désolante et scandaleuse. On a le sentiment d'un hommage en catimini, avec beaucoup de précautions. Il y aura des salles. Alors, il paraît que les salles, en plus, seront dans les rectorats, c'est-à-dire dans des endroits où pratiquement les élèves ne vont jamais. Il y aura des lycées, mais on attend combien de temps pour décider qu'un lycée porte le nom de Samuel Paty. Et j'écoutais tout à l'heure François Pupponi qui disait un truc très juste. Il faisait remarquer que dans toutes les préfectures de France, il y a une plaque à la mémoire du préfet Erignac. Et que cette plaque existe dans toutes les préfectures de France. Et on se demande pourquoi il n'y aurait pas, en effet, dans tous les établissements scolaires français, en tout cas les lycées ou les collèges, une plaque à la mémoire de Samuel Paty. Moi, je trouve que ce qui est révélateur dans cette espèce de frilosité, c'est qu'au fond, l'éducation nationale reste dans le déni, reste dans le pas de vague, reste dans le... On veut pas d'ennui. Et quand on écoute les témoignages des professeurs actuels, je pense notamment à Didier Lemaire, qui est professeur de philosophie et qui est lui aussi menacé pour avoir dénoncé ce qui se passait dans son lycée à Trappes, on voit bien qu'il n'y a rien n'a été fait. Et c'est ça qui est désolant. La frilosité désolante, dit Françoise Laborde. Xavier Coeli. Alors, frilosité de l'éducation nationale et des Français en général sur cette question, effectivement, des hommages aux victimes du terrorisme islamiste. Je pense effectivement qu'il y a nécessité d'aller plus loin, de faire beaucoup plus, de réaffirmer aussi les valeurs de la laïcité. Et je pense qu'elles sont un peu dévoyées aujourd'hui et qu'on a besoin de remettre ces valeurs dans l'école. Mais ça, la laïcité, on a beau expliquer, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais donc, ça ne fonctionne pas parce que je pense qu'on explique mal. Oui, c'est ça le problème. Pardon, mais c'est pas moi qui suis aux affaires. Oui, enfin, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas non plus enseignant et Blanquer n'est pas vous êtes dans la majorité. Donc je pense qu'il y a une nécessité aussi que les enseignants reprennent ce combat des hussards de la République aussi pour mettre en avant la laïcité, pour expliquer aussi aux élèves ce qu'est la laïcité à la française, cette spécificité française. Et j'écoutais, je crois que c'était sur CNews, un enseignant qui disait que malgré tout, il n'arrivait pas à faire comprendre effectivement à des jeunes ce qu'était la laïcité. Et donc, ce qui prouve bien que tout le monde n'a pas la même vision. D'ailleurs, quand on est sur un plateau télé ou un plateau radio, on n'a déjà pas la même vision de la laïcité. Et donc, ce qui prouve bien qu'il faut peut-être réaffirmer, relire la loi. Alors pour vous, c'est quoi la laïcité, puisqu'on tient moi, je pense que la laïcité, c'est justement le respect des religions. L'État ne reconnaît pas les religions, mais permet l'exercice des religions pour tous. Donc, il faut effectivement réaffirmer ça, réaffirmer que l'école est un sanctuaire où l'exercice de la religion ne doit pas rentrer dans le cadre de l'école et que la liberté d'expression... Pardon, mais la laïcité, c'est pas le respect des religions. Alors on va diverger là-dessus. Franchement, la laïcité, c'est de dire qu'à un moment donné, la religion est de la sphère privée. Ça relève en effet de la liberté de conscience de chacun. Mais il n'y a pas à savoir si on doit respecter une religion. Alors, on peut avoir une religion, on ne peut pas en avoir. On peut avoir une religion, on ne peut pas en avoir. La religion en tant que telle ne représente rien pour la République. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, donc non, mais c'est par rapport au respect de la religion, c'est pour ça que... repréciser ce que j'ai dit, ce qui prouve bien qu'on n'a pas tous la même vision. Louis Alter. En tout cas, pas la même interprétation. C'est vrai qu'il y a une sorte de malaise dans cet anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. On sent qu'il y a une sorte de malaise dans l'éducation nationale. Il y a un non-dit, il y a quelque chose qu'on sent qu'il n'y a pas une cohésion. Ouais, c'est ça, et de latent et d'assez profond. Et on comprend assez bien en lisant un sondage qu'on a fait à Marianne en fait cette semaine. On a interrogé en fait les 18-30 ans dans une enquête IFOP sur leur regard justement sur la laïcité, mais aussi leur regard sur l'assassinat de Samuel Paty lui-même, le drame, l'acte
terroriste en lui-même. Et on trouve quand même chez les 18-30 ans 19% qui se disent indifférents à l'assassinat de Samuel Paty. Le taux monte à 44% chez les jeunes musulmans, parce qu'il y a une stratification par religion. Un cinquième de la population qui disent ça me fait ni chaud ni froid. Oui, exactement. Et un quart de ces 18-30 ans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Samuel Paty. Donc, pour différentes raisons, soit qu'ils le justifient. Parfois, certains d'entre eux partagent, une toute petite minorité, mais certains disent partager certaines des motivations du terroriste qui a tué Samuel Paty. Et en fait, à la lecture de sondages, on a posé d'autres questions et c'est plus détaillé dans Marianne, mais on voit quand même que dans la jeunesse, il y a un trouble sur ces questions-là. Déjà, il y a une conception de la laïcité qui n'est pas claire du tout, ça c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la jeunesse, mais pas seulement d'ailleurs dans la jeunesse musulmane, de gens qui de bonne foi, souvent des jeunes qui de bonne foi ne savent pas ce qu'est la laïcité. Soit qu'on leur ait mal expliqué, soit qu'ils soient influencés, c'est plutôt mon hypothèse, par des idéologies souvent étrangères venues du monde anglo-saxon notamment, qui vont complètement à l'encontre de notre modèle laïque français, au nom de l'absence de droit à l'offense, au nom de l'idéologie qui veut que à partir du moment où l'autre a une religion, vous devez vous respecter et surtout vous ne devez pas vous exprimer sur ce qu'il est, sur cette religion, sur ses croyances, au risque de l'offenser. Et voilà, on voit que le débat public est maintenant animé par ça, mais on retrouve cette fracture dans la jeune génération, c'est objectivé par ce sondage, et c'est à mon avis ce qui explique que des profs se sentent autant en difficulté quand il s'agit d'expliquer ce qu'est le droit de caricature, ce qu'est le droit de critiquer une religion, comme les profs ce qu'est l'esprit critique, et ils s'autocensurent, et on les comprend. En difficulté, ils préfèrent ne pas trop avancer, et de la même façon pour les directeurs d'établissement. Quand on voit le soutien de la hiérarchie, parfois on comprend qu'ils s'autocensurent. Christian Proto. Non, mais je pense que comme on parle de l'exception française, la laïcité, il n'y a que chez nous que ça existe. Parce que tous les autres pays, en particulier, on évoquait tout à l'heure, vous évoquiez l'offense, et le blasphème existe dans le code de pratiquement tous les pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, on n'a pas le droit de blasphémer. Donc, c'est bien évidemment, pour nous, c'est quelque chose qui est inscrit. On peut blasphémer, Le blasphème n'existe pas. Oui, c'est ce que je voulais dire. On peut blasphémer chez nous, mais c'est vraiment également une exception. Ce qui fait que pour les jeunes qui lisent, qui voient beaucoup de séries, qui voient beaucoup de choses, le fait d'offenser quelqu'un par rapport à sa religion peut avoir un impact qu'on devrait normalement ne plus avoir, cet impact. On ne devrait plus l'avoir. Mais il existe toujours, et à mon avis, il existe parce que personne, à un moment, leur a dit qu'on avait le droit de penser ce que l'on veut pour sa religion, ça c'est certain, mais qu'en plus, on pouvait également dire ce que l'on pense sur la religion de l'autre, sans tout de suite être potentiellement agressé ou être un agresseur. C'est simplement le droit de penser quelque chose de différent. Et ça, je crois que c'est pas si facile que ça à faire passer. Et si les gens qui devraient le faire passer, ceux qui sont les médiateurs, en particulier à l'école, n'ont pas d'instruction, j'ai entendu récemment, je dis que c'est récemment, mais malheureusement ça a un an, juste ça, il y a un an, on disait, après l'assassinat de Samuel Paty, qu'il fallait apprendre aux enseignants la laïcité. Alors, c'était Blanquer, je crois, qui en parlait. Ouais. Je me dis, mais c'est fou, si aux enseignants, il faut leur apprendre un des principes fondamentaux de la République, c'est que dans leur formation, il a manqué quelque chose. Ça me paraît évident. Mais être obligé de le rappeler, ça me paraît quand même, pour moi, vu mon âge, très étonnant. Mes heures de vol, pour le moins étonnant. Françoise Laborde. Mais les pouvoirs publics et le gouvernement sont aussi très coupables d'avoir été ambigus sur ces questions. Rappelez-vous les positions quand même du mal nommé Observatoire de la laïcité, à la tête duquel M. Bianco et M. Cadenne présentaient une laïcité qui était une sorte de coexistence des religions et qui s'appuyait sur des associations, comme justement l'association Coexister, qui sont des militants religieux et qui en effet considèrent que la laïcité, c'est je respecte toutes les religions et c'est la coexistence de tous les autres. Le gouvernement actuel l'a supprimé. Oui, mais enfin, il a quand même fallu se battre beaucoup, dénoncer beaucoup et se donner beaucoup de mal pour dire que ça n'allait pas, franchement. Tout cela prouve quand même. Et pendant très longtemps, on est resté sur cette ambiguïté, sur le fait qu'on attend toujours le grand discours de Macron sur la laïcité, d'ailleurs qu'il devait prononcer, peut-être qu'on l'aura avant la fin du quinquennat, on ne sait pas. Mais sur cette question, honnêtement, les pouvoirs publics ont été d'une grande lâcheté. Tout cela
prouve qu'on essaie à chaque fois de trouver les bons outils et qu'on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est très révélateur ce que vous dites, François Laborde, sur le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le réserve, j'allais dire comme la réforme des retraites, pour après 2022 ? Et celle de la justice. Oui, Louis Alter. Je pense que non. En fait, les proches d'Emmanuel Macron considèrent qu'il a explicité sa vision de la laïcité, qu'il n'a donc pas besoin de faire ce grand discours. Puis il avait un chantre pour ça qui était Marlène Schiappa quand même pendant, tout à fait. Alors pendant non, son en fait, ce dernier qui s'est passé quinquennat. avec l'Observatoire de la laïcité, c'est que ça a quand même été remplacé au bout d'un certain temps, il faut bien le dire, par un bureau de la laïcité en fait maintenant. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus un observatoire, c'est une administration avec des gens qui, normalement, sont censés dispenser des formations, notamment dans la fonction publique. Donc on pense à l'éducation nationale, on pense aussi au sport, parce que le sport est très concerné, les fédérations sportives sont très concernées par les phénomènes de radicalisation islamiste. Donc normalement, on n'est pas censé passer d'une observation qui, effectivement, n'était pas toujours raccord avec les principes de la laïcité, telle que normalement elle est inscrite dans les textes de la République. On devrait passer d'une observation à l'action. Mais je pense, moi, que malheureusement, il ne suffit pas de rabâcher la laïcité tel un code de la route dans les écoles ou auprès des fonctionnaires pour que ça rentre. Je pense que la question est beaucoup plus profonde. On voit que ce modèle français de la laïcité, il est testé, à mon avis, par deux choses, à la fois par l'islamisme et par des représentations qui sont importées quelque part et qui ont cours dans la sphère musulmane en France, où il y a une mauvaise compréhension parce que beaucoup ont une conception assez politique de l'islam, en forme de sphère qui doit englober beaucoup d'aspects de la vie, y compris la vie de la cité, et donc les considérations politiques. Ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'islam. La deuxième chose, c'est aussi ces idéologies. C'est aussi une conception anglo-saxonne du monde, qui est effectivement très véhiculée par la culture mondialisante et mondialisée, qui est un modèle communautariste, que moi je respecte parfaitement dans le cadre des États-Unis, du Royaume-Uni. Ce sont des sociétés communautaristes assumées comme telles, où effectivement les communautés cohabitent, elles ne vivent pas ensemble, en réalité elles cohabitent, et donc elles ont trouvé le moyen de ne pas s'offenser à travers ce modèle-là. Sauf qu'en France, c'est pas comme ça que nous avons normalement choisi de vivre, et le fait que ce modèle soit testé ce que disait comme ça pose une question existentielle. On a le droit de blasphémer, on a le droit de se moquer de la religion, comment dirais-je, on n'a pas le droit dans ces parce que on n'a pas le droit dans ces pays-là, et là, chez nous, on a le droit, justement, parce qu'il y a laïcité, parce qu'il y a liberté d'expression, parce qu'il y a liberté du... Exactement. Voilà, de et refus, refus des communautés. J'allais dire du vivre ensemble. Du communauté, surtout. Et refus de la communauté. Donc, est-ce que les Français comprennent suffisamment, parce que vous avez mis le doigt là-dessus, mais est-ce que les Français comprennent suffisamment le rapport, ou en tout cas le vecteur qu'il y a entre laïcité d'un côté et se parer contre l'islamisme radical et le terrorisme de l'autre, quoi. Le pont est pas forcément très facilement franchissable. Moi, je suis pas sûre que, pardon, merci. Je suis pas sûre que ça soit compris. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans le sondage de Marianne quelque chose de très intéressant, parce que vous donnez les chiffres d'une année sur l'autre, entre novembre 2020 et septembre 2021, et on voit que ça se dégrade. Ce qui est pas très encourageant. Ça veut dire que on aurait pu espérer qu'après l'affaire Samuel Paty, il y ait un travail pédagogique qui soit fait de prise de conscience, blabla. Et on voit que finalement les scores sont plutôt entre guillemets moins bons, en tout cas en termes de laïcité, d'émotion, de choses comme ça. Ça dépend des items. Voilà. Donc non mais ça s'est pas arrangé. Ça a plutôt tendance. Ça s'est pas arrangé. Et ça a plutôt tendance à se dégrader. La deuxième chose qui est en effet quelque chose sur lequel il faut, c'est que on appartient. Alors, vous êtes beaucoup plus jeune, mais moi j'appartiens à une génération. On se posait pas la question de la laïcité. Alors bon, il y avait des religions. On connaissait même pas la religion de notre camarade de classe parce que ça nous intéressait pas. Et c'est puis le camarade de classe qui nous intéressait. Oui, et puis on pour ses savait valeurs pas s'il humaines. était catholique, protestant, juif, musulman. Le sujet n'émergeait pas. Et on se disait, grâce au ciel, bientôt il y aura plus de religion et on va arrêter de nous emmerder avec ça. Donc c'est vrai que le retour du religieux avec cette violence, grâce au ciel, bien sûr. Non mais évidemment. Mais et le retour du religieux de cette façon aussi fondamentale et brutale, c'est ça auquel évidemment nous ne sommes pas prêts, parce que c'était considéré comme un acquis. Alors vous avez, dans le Figaro de ce matin, justement pour corroborer le sondage de Marianne, il y a un autre sondage dans le Figaro, et il y a plusieurs indicateurs, justement, un an après cette décapitation ignoble de Samuel Paty. Vous avez par exemple le communautarisme à l'école. Un an après l'assassinat, avez-vous le sentiment qu'à l'école, le communautarisme a plutôt régressé, progressé? Il y a quand même un tiers des Français qui estime qu'il a plutôt progressé, un tiers des Français. Et vous avez la menace terroriste. Comment est-ce que vous avez la menace terroriste dans notre pays aujourd'hui? 66% des Français disent qu'elle est plutôt élevée.
et 19% disent qu'elle est très élevée. Voilà, on en est un an après cet assassinat. Mais les Français ont raison. La réalité, c'est que en l'espace de, je crois, en 18 mois, nos services de renseignement ont déjoué 32 attentats. Donc, c'est bien de le préciser. Non, mais la menace terroriste. Le Premier ministre a justement précisé ça, c'est quand il était à l'intérieur, c'était Bernard Cazeneuve, a précisé publiquement le nombre mais d'attentats déjoués. Mais je pense que c'est important que les Français comprennent qu'il y a une vraie menace terroriste sur notre pays, de par notre modèle de société, de par notre modèle de laïcité, comme on a dit, qui était inédit dans le monde, de notre façon de vivre, notre liberté d'expression, effectivement, qui est aussi importante. Et donc, bien sûr que les Français, il faut que les Français se rendent compte de ça. Christian Proto. Oui, effectivement, nos services de renseignement ont fait du chemin, mais je n'aime pas cette manière de présenter des attentats déjoués. Parce qu'un attentat déjoué, c'est un attentat qui avait un commencement d'exécution, une préparation. Or, dans les sujets qui ont été présentés et dans les gens qui ont été déférés à la justice, s'il y avait des commencements d'exécution et les éléments constitutifs, croyez-moi, on le saurait. Alors moi, j'aime pas trop cette terminologie, d'abord parce qu'elle est anxiogène, et parce qu'en plus, elle correspond pas à une réalité. Il y a des gens qui qui soutiennent une idée, qui veulent préparer quelque chose. Grâce au renseignement, on anticipe sur l'opération, mais on n'a pas arrêté un attentat. On a arrêté des gens qui réfléchissaient sur la manière de nous nuire. C'est pas la même chose. Par exemple, la voiture dans laquelle on a trouvé des bonbonnes de gaz au pied de Notre-Dame, ça c'est un attentat déjoué ou c'est un attentat raté? C'est un attentat raté. Et là, il y aura ils passeront au tribunal. Oui, il y a un procès. Elles sont passées, je crois d'ailleurs. Absolument. Voilà. Donc, je pense que la terminologie a son sens parce que c'est même important pour la crédibilité du système. S'il y avait autant d'attentats déjoués, ça veut dire que ça fonctionnerait et qu'ils seraient prêts de passer à l'acte, ou ils seraient pratiquement à l'acte. Et là, on aurait une réactivité telle qu'on empêcherait ça. Je crois qu'il ne faut pas dire ça. Je sais que il faut dire qu'on a des services de renseignement qui travaillent d'arrache-pied sur et qui anticipent suffisamment, et qui anticipent les attentats plutôt qu'ils ne les déjouent.